La tête de mon ennemi. Alors, c'est l'histoire d'une tête. Une tête qui se trouve dans la vitrine d'un antiquaire à Bruxelles et qu'un couple de touristes veut acheter. Le couple, c'est Hugo et Pétula. Ils ont une petite quarantaine tous les deux. Et là, l'antiquaire leur raconte que c'est le chef cannibale Anan Kazar. Anan Kazar, c'est lui, là. Hop. Anan Kazar, un guerrier d'Ayak, qui lui a offert il y a quelques années, dans les années 70. Alors, Hugo, qui a beaucoup d'imagination, s'imagine très bien la scène. Et donc, voilà, ils ont cette tête. Hugo est ravi et Pétula, moins. Les années passent et la tête, du coup, a atterri sur une des étagères poussiéreuses d'Hugo. Hugo bosse pour le groupe Azur, leader européen des ordures ménagères. Il est ingénieur conseil. Il déteste son boulot. Sa carrière est au point mort. Et en plus, il a des problèmes, des gros problèmes. Il a comme l'impression d'avoir un casque. Hugo n'a plus que quelques rêves insignifiants, dont celui de tout plaquer et de repartir à zéro. Partir, Jacques Brel, les Marquises, sur une île déserte et sur une plage comme ça. Avec de la musique comme ça, hein, pouf. En fait, tout cela l'oppose à Pétula, qui, elle, est dynamique, volontaire, toujours positive. Elle est animatrice commerciale en lingerie. Elle travaille en nouvelle galerie. Donc, en gros, le couple bat de l'aile. À la suite de l'explosion détruisant totalement la tour Azur, notamment le bureau d'Hugo, dans lequel il aurait dû se trouver, mais comme il était en retard, il n'y était pas, la police va faire une énorme méprise et prendre la tête qui traînait sur l'étagère, la tête d'Anan Kazar, pour la tête d'Hugo. Ok, c'est la tête d'Hugo, mais le commissaire demande une autopsie et des prélèvements dans l'appartement. Tout n'est pas encore réglé. Sans réfléchir, du coup, Hugo décide de se faire passer pour mort et faire marcher son assurance vie. 850 000 euros. Il y a de quoi voir, il y a de quoi faire. Disparaître, changer de vie. Enfin, ne plus perdre sa vie à la gagner, comme il dit si bien. Un fantasme qu'on se dit tous comme ça, sans réfléchir, et que finalement... Un fantasme qu'on se dit tous comme ça, sans réfléchir, et que finalement on fait jamais. Sauf Hugo Moulin, donc qui s'embarque tout seul dans une situation un peu inextricable, dont il va devoir s'en sortir avec l'aide de la seule personne qui n'en peut plus et ne le supporte plus, sa femme, Pétula. Donc Pétula va devoir faire face seul à la famille, aux amis, à la police. Dans la famille, il y a Maurice, le père d'Hugo, qui perd la boule par-ci par-là, d'une façon un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'il retient que ce qu'il veut et il le mixe avec d'autres choses. Et le frère de Rémi et sa femme Nana, qui voit des Hugo partout, elle ne croit absolument pas, ou tout du moins elle est médium, elle ne croit pas du tout à la disparition de son beau-frère. Dans les amis, il y a Édouard, l'ami d'enfance de Pétula. Alors lui, il croit fermement au complot extraterrestre. Il est convaincu de l'invasion imminente de la planète par les petits gris. Et enfin, Odile, c'est pas de la famille, mais tout comme, c'est la copine nymphomane de Pétula, qui fait basculer l'histoire en avouant à celle-ci une liaison avec Hugo sous sa douche. Les concierges, les Carvalho et leur chien Bouddha, la police, l'inspecteur du tertre, et surtout, l'expert, Bakshi, qui n'est pas dupe et qui est manchot, ce qui n'a rien à voir. Et il faut dire que Hugo a peur des manchots depuis d'enfance parce qu'il avait peur du manchot, du fugitif. Comme là. De fil en aiguille, Pétula se rend compte qu'elle commence à maigrir, à mentir, et finalement, d'une manière ou d'une autre, elle devient complice. Donc Hugo ne lui laisse pas d'autre choix que de se cacher dans l'appartement. Heureusement, dans la police, il y a des incompétents efficaces, et examen et autopsie de la tête sont bâclés. Conclusion, c'est la tête d'Hugo. Tout est bien qui finira bien, donc il y a un disparu qui est bien mort, Hugo, et à la dernière minute, un coupable sous les verrous, Dupuis-Martel, le patron crapuleux d'Hugo, qui était à l'origine de l'accident. L'enquête est bouclée, l'assureur Bakshi signe un chèque à Pétula, un gros chèque, puis elle disparaît. Veuve, belle et riche. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Maurice, le seul témoin des événements, a tout oublié, comme d'habitude. Hugo a bien cherché de retrouver Pétula, mais en vain. Donc il a voulu jouer, il a tout perdu, sa femme, son boulot et son identité.
Mais curieusement, il se sent mieux et surtout vivant. Il vit désormais chez son père comme un clandestin, il a une nouvelle vie. Comme le dit le poète, tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. Et puis un jour, il reçoit une carte postale avec la photo d'une plage. Une plage paradisiaque. Sa plage paradisiaque. Avec au dos de cette carte, un mot, ciao. La tête de mon ennemi, c'est l'histoire d'un homme qui, pour trouver un sens à son existence, se retrouve dans une situation pire que celle du départ. Bonjour Bruno, merci beaucoup pour cette histoire, pour ce pitch raconté. On en est où au niveau du scénario? Est-ce que tu souhaites réécrire par-dessus? On est à quelle version environ? Raconte-nous un petit peu le cheminement de ton écriture. Pour l'instant, j'ai laissé un peu le scénario en stand-by parce que je suis toujours à la recherche d'un producteur. Donc, je préfère qu'on soit au diapason et que j'écrive un peu dans une même démarche plutôt que partir sur un truc totalement définitif, parce que je pense que c'est bien, dans cette aventure de partager un peu une envie commune avec un producteur plutôt que s'imbriquer des choses qui des fois ne passent pas. Donc à la fois ça et à la fois comme mon scénario peut aussi un peu évoluer en fonction des événements, et surtout les événements qu'on a connus là, je me dis peut-être que c'est pas mal d'en rajouter, et ça serait dommage de se priver de l'opportunité de pouvoir encore le modifier. Enfin, moi, je pense qu'un scénario n'est jamais terminé en réalité, parce que moi, je suis réalisateur, je m'aperçois que souvent un scénario, tu l'écris, ou les scénarios que j'ai pu réaliser, que je n'avais pas écrit, je m'aperçois qu'il y a toujours un plus et une possibilité de l'adapter, de l'améliorer même sur le tournage. Donc en réalité, je pense que le scénario est un matériau vivant. Et du coup, quelles étaient tes envies quand tu as écrit le scénario? Qu'est-ce que tu voulais nous raconter et pourquoi, selon toi et selon nous aussi, puisqu'on t'a sélectionné, ce film devrait exister et devrait apparaître sur les grands écrans? Pourquoi ce film devrait exister? Parce que, toute prétention gardée, je pense qu'il est drôle. Et enfin, je pense qu'il est drôle, et alors chacun voit l'humour à sa porte, c'est certain. Moi, je l'ai écrit avec une vraie volonté de comédie. Là, les événements fait qu'on est rattrapé. C'est vrai que je pense qu'une comédie, autant il y a quelques mois, pouvait être un peu dans un registre un peu commercial, autant là, la comédie, je pense qu'elle avait c'est salvateur. Et je pense que voilà, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce scénario, c'est parce que j'avais envie alors, c'est vrai que j'ai aussi envie de le réaliser, si c'est possible. Moi, l'idée, c'était de réaliser une comédie. C'est un genre que je trouve dans lequel déjà je me suis pas mal exprimé. Et là, c'est en plus l'écrire, donc je me suis moi-même donné. J'ai réalisé au niveau scénaristique les envies que j'avais depuis quelques années. Oui, c'est ça, parce qu'on a oublié de préciser un petit peu ton profil. Tu as réalisé énormément de choses. Tu es passé notamment par les Guignols de Ringo, par Groland, par Canal+. Tu as fait des documentaires aussi qui n'avaient rien à voir. Et justement, est-ce que ce scénario vient de cette fibre-là? Et qu'est-ce que tu avais envie de nous raconter aussi? Parce qu'il y a une histoire, il n'y a pas que de l'humour, il y a aussi une histoire qui est assez intéressante et qui est bien construite. J'avais envie de raconter une histoire d'un gars ordinaire et qui se retrouve par son action dans une histoire extraordinaire. Et j'avais envie aussi d'y mélanger pas mal de genres parce que j'aime bien le mélange des genres. Et là, j'ai eu l'occasion de mélanger un peu de polar, un petit peu de fantastique, donc de la comédie, une petite histoire romantique un peu naze mais qui est rigolote. J'avais envie justement de regrouper les genres et un peu à l'image de ce que peuvent faire des gens comme les frères Cohen ou même du cinéma belge. Donc moi, je dirais que le cinéma que j'ai envie de faire, c'est déjà Groland, si tu veux. J'aurais envie de faire du Groland en long métrage. Bon, c'est déjà le cas avec Benoît et Gus Kervern, qui font leur cinéma à eux. Donc ce serait pour revenir de quel genre de film ça serait dans une économie de film, une économie de tournage. Et l'idée du premier film aussi. Même si j'ai une expérience, c'est pour moi un premier film dans tout ce que ça a
d'intéressant dans le sens où ça laisse savoir et ça permet de pas figer un travail. Et donc, ton côté réalisateur, quelles sont tes intentions, quelles sont les couleurs que tu vas nous montrer sur ce film? Il ressemblerait à quoi? Bah, mon film ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait, comme je disais, à le cinéma un peu belge. C'est-à-dire que c'est un cinéma assez réaliste et à la fois drôle. Moi, ce que j'aime bien dans la comédie, c'est que ça soit crédible, mais drôle. Pas tomber dans la grosse comédie un peu lourdingue, qui peut faire rire, hein. Je jette pas la pierre. Moi, je préfère les petites choses un peu anodines qui, mis bout à bout, sont drôles. Les petits travers de la vie qui finalement sont source de rire. Enfin, rire, peut-être pas. Si on rit, tant mieux, mais là, déjà, sourire, c'est déjà pas mal pour moi. Donc, l'idée de mon film, c'est un film, donc un premier film, donc un film au niveau économique. Je pense qu'il faut faire un petit budget, surtout par les temps qui courent. J'ai acquis au cours de ces années des techniques de travail qui font que je sais comment aller vite. Mais je pense qu'il n'y a pas comment aller vite, parce que la comédie, ça demande du temps quand même. Donc l'idée, c'est aller vite en faisant de la comédie. Je crois que c'est peut-être plus compliqué encore. Mais ça donne envie de voir tout ce que tu as réalisé avant. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourra mettre des liens et voir un petit peu ton univers et voir ce que tu as tourné? Bah écoute, j'aurais pu proposer une bande démo. Après, j'ai des liens Vimeo. Et puis sinon, j'ai pas mal de petits sketchs qui tournent sur YouTube. Eh ben, on essaiera de mettre quelques liens en dessous de cette vidéo pour qu'on Ouais. puisse voir un petit peu ta palette. Oui. Et dernière question, tu recherches un producteur, idéalement, qu'est-ce qui serait l'idéal pour toi, idéalement? Bah, l'idéal, ce serait qu'on partage la même vision de cinéma, pour moi. Pour moi, Tout simplement. bah, tout simplement, quoi. C'est-à-dire qu'on ait envie de faire le même film et le même genre de film. Et là, du coup, c'est une force multipliée par deux parce que de partir sur des productions où finalement l'un comme l'autre, on ne comprend pas ce qu'on veut faire, ou on n'aime pas ce qu'on veut faire, alors que là, vraiment, partager la même idée de cinéma, c'est l'idéal, quoi. Avec chacun ses compétences. Merci Bruno, je crois qu'on a tout dit. Bah, je pense. Après, on peut rajouter, mais je crois que ça va. Est-ce que tu veux en rajouter? Non, c'est bien. Bon, c'est dommage, on n'a pas pu se voir en vrai comme Joachim et Pierre. On a dû faire ce question-réponse sur Skype. Si, je voulais justement Oui, parler de l'opportunité justement de ce genre de festival. Et bon, ça passera pas à Valence, je crois, ça. Hein. Ça se comprend. Non. Bon. L'intérêt, comme tu disais, c'est vrai que j'ai entre guillemets une carrière. J'ai travaillé. Je débute pas. Mais pourquoi je participe à ces festivals comme à Valence, comme à Paris-Courtdevant? C'est d'un côté, c'est que je me suis aperçu des lacunes que j'avais. Et les lacunes, c'est la vente. Finalement, je suis réalisateur, scénariste en herbe, mais je suis pas vendeur. Et finalement, c'est la carte que je n'ai pas. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait se poser la question, mais pourquoi ce mec-là, il n'a rien foutu depuis tout ce temps-là? Et ben, la raison, elle est là. C'est qu'en réalité, je cherche justement, je cherche le savoir-faire et le faire savoir. Qui est un peu le défaut de beaucoup de scénaristes qui ont énormément de talent, mais qui ont énormément de Le faire savoir est finalement plus compliqué que le savoir-faire, parce que si le savoir-faire reste chez toi ou sur ton ordi, ça ne sert à rien. Et le faire savoir, c'est à la fois certainement une technique, un état d'esprit, enfin différentes choses qui font que bout à bout, on s'intéresse à ton projet. Et justement, pour moi, ces festivals, ces événements sont une vitrine et ça met un petit projecteur sur ton projet que chez toi, ça ne passe pas. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci Bruno, c'est très bien résumé. On espère se revoir très vite à Valence, cette fois-ci, cette année. Bah non, je concours, après je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. On se verra quoi qu'il se passe, j'en suis persuadé. Ok. Merci beaucoup Bruno. Merci. Au revoir, à très vite.